Un éléphant d'Afrique a un cerveau de 5 kg. Certains cachalots nagent avec une masse cérébrale qui dépasse les 8 kg. Pourtant, c'est l'humain avec un cerveau d'1,4 kg qui a réussi à dominer la chaîne alimentaire. C'est nous qui montons sur l'éléphant, pas l'inverse. C'est l'un des grands paradoxes de la neurobiologie évolutive. Et pourtant, pendant très longtemps, ce paradoxe n'avait pas de réponse satisfaisante. L'intuition scientifique voulait que plus un cerveau soit gros, plus il produise de l'intelligence. C'est rassurant comme logique. Un moteur plus gros produit plus de puissance. Un disque dur plus grand stocke plus de données. Sauf que quand on se penche sur les vraies observations qu'on a aujourd'hui, cette logique vole complètement en éclats. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi la taille de votre cerveau vous trompe. Ah, vous avez compris le jeu de mots? Éléphant, trompe, cerveau? Bref. Dans la nature, posséder un gros cerveau, c'est une anomalie économique. Le tissu neuronal est la ressource la plus coûteuse à maintenir en vie. En biologie évolutive, on appelle ça l'hypothèse du tissu coûteux. On peut précisément le quantifier. Notre cerveau représente à peine 2% de notre masse corporelle, mais il siphonne 20 à 25% de notre énergie au repos. Chez le macaque, cette consommation tombe à 10%. Chez un chien ou un chat, le cerveau ne consomme que 5% du métabolisme. Maintenir un organe pareil, c'est comme décider d'installer un moteur de course dans une petite citadine. Si on n'est pas sur circuit tous les jours, ce moteur vide le réservoir à une vitesse folle juste pour aller acheter du pain. Et dans la nature, ça pardonne pas. Ce surcoût impose des compromis évolutifs très lourds. Les espèces avec de grands cerveaux doivent vivre dans des environnements stables où la nourriture est abondante, parce qu'il faut nourrir la machine en permanence. Elles doivent aussi assumer une gestation beaucoup plus longue, une maturation des jeunes plus lente. Un petit éléphant, tout comme un bébé humain, reste dépendant de sa mère pendant des années avant d'atteindre sa maturité neurologique. Tout ça, ça cause une progéniture moins nombreuse. On fait moins d'enfants et on s'en occupe plus longtemps. L'éléphant d'Afrique a une gestation de 22 mois et le petit est dépendant de 10 à 15 ans. En comparaison, une souris ou un rat produit des portées de 6 à 12 plusieurs fois par mois. Si ce coût est si punitif, pourquoi l'évolution a laissé apparaître des cerveaux aussi énormes chez l'éléphant ou chez les baleines? Surtout que ça ne les a pas rendus supérieurs à nous. La réponse, c'est que l'évolution ne sélectionne pas un cerveau pour qu'il puisse faire de l'algèbre. Elle le sélectionne pour répondre à des pressions écologiques très précises. Un organisme n'investit dans un système nerveux coûteux que si ça lui permet de gérer la complexité de son environnement direct. Son cerveau lui sert à évaluer des risques, trouver de la nourriture cachée, naviguer dans des espaces immenses et maintenir des liens sociaux. L'intelligence, on doit toujours l'évaluer par rapport à l'écologie de l'animal. Dans ce contexte, l'écologie, c'est l'ensemble des pressions et des défis spécifiques à l'environnement naturel d'une espèce. Pendant des décennies, les biologistes ont cherché un moyen de corriger l'effet de la taille corporelle. Leur solution, c'est le quotient d'encéphalisation, qu'on va appeler QE. Il est popularisé dans les années 70 par Harry Jerissen. L'idée, c'est de diviser la taille du cerveau observé par la taille de cerveau attendue pour un corps de cette taille. Si ton cerveau est plus grand qu'attendu, alors sur le papier, tu es plus intelligent. L'humain a un QE autour de 7, voire 8. Notre cerveau est donc 7 à 8 fois plus gros que ce qu'on attendrait pour un mammifère de notre taille. Le QE, ça semblait tenir la route jusqu'à ce qu'on compare des espèces proches. Prenons les singes capucins par exemple. Ce sont de petits singes qui ont un QE nettement supérieur à celui des gorilles. Ils battent même les chimpanzés sur cette échelle. Si on suit le QE, le capucin devrait être le plus grand génie de la forêt. Sauf que sur le terrain, le gorille montre une capacité de planification et une flexibilité cognitive bien supérieure au capucin. Des études comparatives publiées dans Brain, Behavior and Evolution en 2007, menées par Robert Diener et son équipe, ont mis fin à cette histoire. Ils ont compilé des décennies de littérature scientifique pour évaluer les performances cognitives de 25 genres de primates sur 9 tâches cognitives différentes. On leur a demandé de déplacer des objets, d'utiliser certains outils et d'entraîner leur mémoire spatiale. Ce sont des tests pratiques et non théoriques. Ils ont croisé ces résultats avec 8 mesures anatomiques différentes du cerveau, dont le fameux QE. Le résultat est sans appel, les mesures qui corrigent la taille corporelle n'étaient pas corrélées de manière significative avec la capacité cognitive. Le QE, en grande partie, ne prédit pas l'intelligence. Ce qu'il a prédit, c'est la mesure la plus simple possible, la masse cérébrale absolue, le volume total du cerveau brut et sans correction. Pendant près d'un siècle, la communauté scientifique s'est torturée à calculer des équations toujours plus sophistiquées pour éliminer l'effet du corps. Et la méthode la plus précise consistait à peser le cerveau en entier sur une balance. Le capucin est un petit singe qui pèse à peine 3 à 4 kg. Son cerveau, bien que proportionnellement plus gros par rapport à son corps, reste très petit en volume absolu. Il contient donc relativement peu de neurones au total. Le gorille, lui, pèse entre 150 et 200 kg. Son cerveau est beaucoup plus volumineux en valeur absolue, même s'il est proportionnellement plus petit par rapport à sa masse corporelle. Ce volume supplémentaire lui donne accès à un nombre bien plus élevé de neurones corticaux.
et donc a une capacité de traitement de l'information nettement supérieure pour des tâches complexes comme la planification, la mémoire à long terme ou la résolution de problèmes inédits. Le capucin bénéficie d'un bon rendement par kilo de corps, mais il manque cruellement de matière première neuronale. Le gorille, malgré un rendement plus faible, dispose d'un stock beaucoup plus important de neurones disponibles pour la cognition. Cette découverte explique un paradoxe qui avait torturé les primatologues pendant des années. Pourquoi les grands singes, gorilles, orang-outans, surpassent systématiquement les petits singes sur les problèmes complexes, même quand leur QE se chevauche? C'est tout simple, c'est parce que le volume l'emporte. Et chez les humains, la même relation tient. La corrélation entre le volume du cerveau et le QI est documentée, elle tourne autour de 0,3 à 0,4. Et corriger ces données en fonction de la taille n'améliore la prédiction que de façon marginale. Attention, cette règle de la masse absolue ne s'applique pas mécaniquement hors de l'ordre des primates. Dès qu'on touche à des corps qui pèsent plusieurs tonnes, il y a bien un moment où la maintenance du corps lui-même draine les ressources neuronales. L'équipe de Diener est la première à le reconnaître. Ce qu'il conteste, c'est l'amplitude de la correction. L'exposant qu'utilisait Gerison dans son calcul surestimait l'effet du corps. La correction existe, mais elle est bien plus petite que ce que les anciens modules postulaient. Leur étude relève quelque chose d'encore plus frappant. Le néocortex, longtemps présenté comme le siège exclusif de l'intelligence, n'est pas un meilleur prédicteur que le cerveau pris dans sa totalité. Dans certaines régressions statistiques, la taille des zones néocorticales, le cervelet, le tronc cérébral et les structures sous-corticales, explique même une variation légèrement plus grande de l'intelligence générale. Juger l'intelligence d'un animal par son seul néocortex, c'est comme juger les performances d'une entreprise en mesurant uniquement le bureau du PDG. Un PDG dans un immense bureau ne sert à rien si l'information circule mal dans l'entreprise. L'intelligence, c'est un circuit intégré, ce n'est pas un quartier général qui est isolé du reste. Pour aller plus loin, il faut descendre à l'échelle cellulaire. La chercheuse Herculano Uzel, une neuroscientifique brésilienne, a mis au point dans les années 2000 une technique pour compter les neurones. Ça s'appelle le fractionnateur isotrope. Fractionnateur parce qu'on ne compte pas les neurones tous un par un. On fractionne, c'est-à-dire on divise le tissu cérébral en une suspension liquide et on prélève une petite fraction de cette suspension. Ensuite, on compte les noyaux dans cette fraction, puis on extrapole mathématiquement pour estimer le nombre total dans tout le cerveau. Et on dit isotrope parce qu'une fois le cerveau dissous, les noyaux cellulaires sont répartis de façon uniforme dans toutes les directions du liquide. On parle d'une distribution isotrope. Cette uniformité aléatoire est essentielle. Elle permet de prendre n'importe quel petit échantillon et d'être statistiquement sûr qu'il est représentatif de l'ensemble du cerveau. Historiquement, compter les neurones d'un cerveau, c'était observer des tranches fines au microscope. C'est une méthode longue qui est partielle, avec une marge d'erreur énorme. Herculano Uzel a fait autre chose. On prend le tissu cérébral, on le dissout dans un détergent qui détruit les membranes cellulaires mais qui laisse le noyau intact. Avec une simple petite goutte, on compte tous les noyaux et on peut extrapoler avec un chiffre très précis. Bon, et dans les résultats, ça donne quoi? La première surprise, c'est le mythe des 100 milliards de neurones dans notre cerveau. C'est un chiffre qui avait été répété partout pendant des décennies. Alors que ce chiffre, il est faux. On a environ 86 milliards de neurones. Bon, c'est toujours beaucoup, mais c'est pas 100 milliards. La deuxième découverte importante, c'est la répartition. Sur ces 86 milliards, environ 69 milliards se trouvent dans le cervelet. C'est la structure à la base du crâne qui coordonne le mouvement et l'équilibre. On trouve seulement 16,3 milliards dans le cortex cérébral, qui est le siège de la pensée abstraite, du langage et de la conscience. Et l'éléphant compte quant à lui 257 milliards de neurones. Quand on applique la même méthode aux éléphants d'Afrique, on obtient ce chiffre vertigineux. C'est environ 3 fois plus que nous. Normalement, ça devrait le faire basculer dans tous les classements d'intelligence, si le nombre total était tout ce qui comptait. Mais la géographie de ces neurones, c'est une autre histoire. Sur ces 257 milliards, environ 251 milliards sont dans le cervelet. C'est une concentration qui tourne autour des 97,5%. Une estimation qui reflète les mesures publiées par Herculano Uzel en 2014. Son cortex, qui pèse pourtant 2 fois plus lourd que le nôtre, ne contient que 5,6 milliards de neurones, à peine un tiers de nos 16,3 milliards. Pour situer ce que ça signifie, chez la plupart des mammifères, le ratio neurones du cervelet sur les neurones du cortex tourne autour de 1 pour 4. Chez l'éléphant, il est autour de 45 pour 1. C'est un déséquilibre sans équivalent dans le règne animal. Mais pourquoi il y a autant de neurones dans le cervelet de l'éléphant? C'est parce qu'il possède un organe sensimoteur d'une complexité sans précédent. C'est sa trompe. Elle est sans ossature, elle est composée de dizaines de milliers de faisceaux musculaires individuels capables de déraciner un arbre ou de ramasser une petite graine avec précision. Diriger ça demande une puissance de calcul colossale. Si on ajoute à ça le traitement des infrasons, ce sont des vibrations à basse fréquence que l'éléphant capte à plusieurs kilomètres, alors c'est normal qu'il ait un cervelet très puissant. Son cortex est organisé pour quelque chose de différent. Il est conçu pour une énorme mémoire spatio-temporelle et sociale. Chez eux, une vieille matriarche peut guider son troupeau vers un point d'eau qu'elle n'a pas vu depuis la sécheresse il y a 30 ans.
Elle mémorise des centaines d'individus, elle reconnaît leur voix, leur odeur et maintient des liens pendant des décennies. Son hippocampe, c'est la zone qui est liée à la mémoire, est surdéveloppée par rapport à la taille de son cerveau. L'éléphant a une intelligence qui est hyper spécialisée sur un problème précis, qui est de survivre dans un environnement où l'eau est rare et où il faut faire d'immenses distances pour en trouver. C'est pour ça qu'ils ont besoin de dynamiques sociales complexes. Dans leur environnement, il est nécessaire de se connaître pour s'organiser en groupe. Le truc, c'est que les grands cerveaux ralentissent. Alors là, on touche aux lois de la physique, et elles s'appliquent autant au cerveau qu'aux machines. Un signal électrique dans un neurone a une vitesse limite. Plus un cerveau est gros, plus les distances que doivent parcourir ces signaux s'allongent. Pour qu'un grand cerveau reste rapide, il doit compartimenter ses connexions. Pour ça, on dit qu'il crée des réseaux de petits mondes. Là où l'information est traitée localement entre neurones voisins avant d'être transmise à d'autres zones. C'est exactement ce qu'on retrouve chez les primates. À mesure que leur cerveau grossit au fil de l'évolution, la proportion de connexions locales a augmenté. Elle est de 93% chez le chimpanzé et elle monte à 98% chez l'humain. L'information circule à l'intérieur de petits modules spécialisés, puis seul le résultat final est envoyé ailleurs. Le cerveau du primate fonctionne comme plusieurs équipes qui gèrent leurs problèmes en interne. A l'inverse, le cortex de l'éléphant conserve des connexions plus globales. L'intégration de la mémoire est massive, mais le traitement local est lent. Le tout avec des contraintes physiques supplémentaires. Les neurones corticaux de l'éléphant sont beaucoup plus grands et espacés que les nôtres. Chez l'éléphant, on compte environ 7000 neurones par millimètre cube dans le cortex. Chez nous, la densité est beaucoup plus élevée. Et son cortex ne mesure qu'entre 1 et 1,8 mm d'épaisseur contre 3 à 5 mm chez les primates. Pour envoyer un signal à travers 5 kg de matière, un neurone doit développer un axone immense. Et qui dit grand axone dit grand neurone, dit moins de neurones par unité de volume, et c'est un cercle qui s'entretient. Plus le cerveau est gros, plus les cellules doivent être grandes pour maintenir les connexions, plus la densité s'effondre, plus le traitement est lent. C'est pour ça qu'un éléphant est moins rapide et surtout moins efficace quand il utilise des objets nouveaux. Le singe a un cortex 10 fois plus petit, mais ses réseaux locaux sont beaucoup plus rapides. Ça lui permet de mieux répondre à de nouveaux problèmes. Ok, on a vu les éléphants, il y a des animaux qui sont beaucoup plus grands. Il y a par exemple les baleines. Les baleines ont des neurones en fuseau. Alors, c'est le cas pour tous les cétacés finalement. Ils racontent une histoire qui est différente, mais ils confirment la même logique. Une fausse orque, pour ceux qui ne savent pas, c'est une orque qui est toute noire, a un cortex qui contient environ 10,5 milliards de neurones. Là, on se rapproche dangereusement de nos 16,3 milliards. Si le nombre de neurones corticaux était la seule variable, elle devrait rivaliser avec nous. Pourtant, elle ne rivalise pas avec nous. La raison, c'est le câblage. Elle subit les mêmes contraintes physiques de distance et de vitesse qu'on vient de voir chez l'éléphant. Les cétacés ont une particularité. Leurs cerveaux contiennent de grands neurones en fuseau qu'on appelle les spindle neurones. On les associait jusqu'au début des années 2000 à l'empathie, au jugement social et à la reconnaissance des autres. Et on pensait qu'ils étaient réservés aux humains et aux grands singes. On les a trouvés chez les baleines et les dauphins en grande quantité dans leur cortex insulaire. C'est ce qu'on appelle de l'évolution convergente. Deux lignées très éloignées ont produit la même solution à un même problème. Vivre dans des sociétés fluides et complexes, chasser en groupe, communiquer vocalement et maintenir des liens sur des années. Leur gros cerveau, c'est une réponse à deux pressions conjointes, la vie sociale et l'écolocation. C'est le fait de se reconnaître dans l'espace, en faisant des échos. Reconstruire en temps réel une carte acoustique tridimensionnelle dans son environnement, donc les proies, les obstacles et les prédateurs, tout en se déplaçant à grande vitesse, ça demande une puissance de calcul énorme. Les études sur les cétacés montrent que leur organisation corticale est très différente de la nôtre. Ils n'ont pas de couche 4 dans leur cortex, qui est chez les mammifères terrestres la principale station de la réception sensorielle. Par rapport à nous, c'est presque une architecture extraterrestre. Elle est complètement optimisée pour un monde qui est radicalement différent du nôtre. Pour comprendre pourquoi l'humain en est là où il en est, il faut revenir aux travaux d'Herculano Houzel, ce qu'on appelle les Scaling Rules. Ce sont des règles de mise à l'échelle de l'évolution. Chez les rongeurs et les afrothériens, le groupe qui comprend les éléphants, les lamantins et les tenrecs, la règle est exceptionnelle. Quand leur cerveau gagne en neurones au fil de l'évolution, les neurones eux-mêmes grossissent et les axones s'épaississent pour maintenir les connexions. Le résultat, c'est que le cerveau ample de façon disproportionnée par rapport au nombre de neurones qu'il contient. Si on voulait avoir un cerveau de rongeur avec nos 86 milliards de neurones, il pèserait environ 35 kg, donc c'est complètement inutilisable. Chez les primates, la règle est linéaire. On ajoute des neurones sans que leur taille augmente. La densité reste élevée, la taille de l'organe augmente proportionnellement au nombre de cellules. C'est pour ça que notre cerveau d'1,4 kg peut contenir 16,3 milliards de neurones dans le cortex. Pour le cerveau d'un rongeur de même volume, il y en aurait infiniment moins.
Notre cerveau n'a rien d'anormal, il est juste ce qu'on attend d'un primate mis à l'échelle. On a hérité d'une haute densité neuronale et on a eu la chance métabolique de pouvoir financer un cortex de 16,3 milliards de neurones. C'est assez pour la pensée abstraite et assez dense pour que la communication reste rapide. Mais justement, pourquoi nos ancêtres ont pu financer ça quand les gorilles, qui ont un gros corps capable de porter une très grosse tête, ne l'ont pas fait? Le problème, c'est que le gorille mange principalement des feuilles et des tiges crues. La digestion de cette matière végétale brute est longue et peu productive. Un gorille devrait passer plus de 9 heures par jour à manger sans pause pour financer un cerveau de 86 milliards de neurones. Biologiquement, c'est impossible. Il est bloqué par les lois de la digestion. Et la maîtrise du feu et des aliments, c'est ce qui a levé le plafond pour nos ancêtres. La cuisson, ça permet de prédigérer les protéines, ça libère les glucides complexes et ça multiplie la densité calorique absorbable par unité de temps. En gros, ça permet d'ingérer en 1 heure ce qu'un gorille mettrait une journée à extraire de ses feuilles. C'est la cuisson qui a dégagé l'énergie nécessaire pour faire exploser la taille de notre cortex préfrontal. L'intelligence humaine, c'est le résultat d'une innovation de cuisine. Ça a permis à une règle cellulaire qui était déjà présente chez les primates de s'exprimer à un autre niveau. Pourtant, la densité neuronale des primates, c'est pas le maximum que l'évolution peut produire, et les oiseaux sont un bon exemple de ça. Une étude de 2016 menée par Olkowitz a montré que des corvidés et des perroquets ont des capacités cognitives qui rivalisent avec celles des grands singes. Ils sont capables de fabriquer des outils, de résoudre des problèmes et de faire preuve de planification. Un grand corbeau a un cerveau de 15 grammes, un hara 24 grammes. C'est le point moyen d'un macaron. Et pourtant, un hara contient dans son pallium, c'est l'équivalent fonctionnel de notre cortex, environ 1,9 milliard de neurones. C'est plus que certains macaques, concentrés dans un tout petit espace. À taille de cerveau équivalente, les oiseaux concentrent environ 2 fois plus de neurones que des primates. La raison est simple et d'ailleurs plutôt logique, c'est le vol. Chaque gramme compte quand on doit se maintenir dans les airs. La nature a miniaturisé leurs neurones à l'extrême, ce qui a réduit les distances entre les cellules, ce qui augmente la vitesse de traitement. Contrairement aux mammifères, leur cerveau n'est pas organisé en couches corticales mais en amas de neurones denses. C'est une architecture qui est différente, mais qui arrive au même résultat fonctionnel par un autre chemin. L'idée que le néocortex stratifié des mammifères serait la forme optimale de l'intelligence est fausse, et ça met à mal une vision confortable qu'on avait de l'évolution. Le cerveau n'en a pas, et pourtant il se débrouille très bien, aussi bien qu'un chimpanzé d'ailleurs, et sur de nombreux problèmes. L'évolution n'a pas de plan, elle produit des solutions différentes aux mêmes contraintes à cause de pressions écologiques différentes. Si on met bout à bout ce qu'on vient de voir, le tableau est cohérent. L'éléphant a 257 milliards de neurones, dont 97,5 servent à piloter une trompe et à traiter des infrasons. Son cortex, avec 5,6 milliards de neurones, est câblé pour une mémoire spatiale et sociale extraordinairement développée dans un environnement de savane. La baleine a un grand cerveau, organisé pour l'écolocation et la cohésion sociale dans un océan tridimensionnel. L'oiseau a un cerveau minuscule ultra dense, optimisé par la contrainte du vol. L'humain a un cerveau de primate mis à l'échelle, rendu possible par l'invention de la cuisine. Aucun de ces cerveaux n'est meilleur dans l'absolu, chacun a la réponse précise d'une lignée évolutive à des pressions écologiques. On a l'habitude de placer l'humain au sommet de l'intelligence, ce qui est logique puisqu'il est au sommet de la chaîne alimentaire. Pourtant, l'évolution ne produit pas des êtres plus ou moins avancés sur une trajectoire unique. Elle produit surtout des adaptations. Ce qui est vrai, c'est que notre cerveau occupe un point dans un espace de compromis contraint. Il a assez de neurones corticaux pour la pensée abstraite et il est assez dense pour que la communication reste rapide. Le tout financé par une innovation culinaire qui a contourné les contraintes biologiques.